Bonsoir Jean-Michel Ribes. Bonsoir. Vous avez un CV impressionnant, acteur, metteur en scène, réalisateur et bien sûr directeur à Paris du Théâtre du Rond-Point. Vous êtes un défenseur acharné de la culture. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la culture, elle est malmenée depuis plus de 6 mois maintenant. On vient de l'apprendre, je le disais, que le couvre-feu va dorénavant concerner 46 millions de personnes dans 54 départements. L'étau se resserre. On imagine que ça va être de plus en plus compliqué pour les théâtres, mais aussi les cinémas, la culture en général. Oui, bien sûr, mais on n'est pas les seuls, c'est un peu partout. Que vous dire, sinon qu'on essaie de trouver des solutions, de passer entre les gouttes, moi, j'avais déjà, au premier confinement, j'avais déjà inventé ce rond-point dans les jardins. On faisait un tréteau et on a joué pendant 1 mois dehors en fin d'après-midi. Théâtre à l'air libre, dehors et gratuitement ? Absolument. Ça vous étonne, hein, mais c'était gratuit. Et il y avait, c'est incroyable, il y avait 500 personnes tous les jours, mais il faut dire qu'il y avait des gens formidables. Il y avait Arditi, il y avait Morel, il y avait Pénac, il y avait tous mes amis qui sont venus soutenir à la fois l'envie de jouer et en même temps le rond-point. Et là, on est en train, évidemment, comme tous les théâtres, rien d'original, de réorganiser nos horaires et de voir comment on peut faire. Là, il y a une deuxième couche quand même, avec évidemment ce couvre-feu depuis quelques jours, 21h. On vous sent un petit peu désabusé quand même. Non, pas désabusé. Moi, je suis encore debout. Je crois qu'il faut qu'on soit encore debout. Après, à force de vous taper sur la tête, on n'est pas plus fort que les autres. Et il faut faire attention parce que on parle toujours des personnes fragiles. Et elles le sont, et c'est vrai. Le spectacle vivant l'est aussi. Et à force, il risque de ne plus l'être du tout. En tout cas, du côté des acteurs, c'est la douche froide. Pour eux, évidemment, jouer, c'est la vie. Il y en a certains qui sont très en colère, voire exaspérés. Je vous propose juste qu'on écoute rapidement, et puis vous rebondissez, Fabrice Lucchini, qui a lui-même tenu à intervenir. C'est sur son propre compte Instagram. Écoutez-le. Énorme coup de massue. Mais un coup de massue ahurissant. On vit une chose où on ne comprend pas. C'est ça qui est terrifiant. C'est qu'on ne comprend pas ce que ce gouvernement fait. La panique de Véran, l'accent qui s'éteint de Castex. C'est terrifiant, c'est morbide, c'est sordide. On n'a plus envie d'aimer ce gouvernement ni rien. C'est morbide, c'est sordide, on ne comprend pas ce que fait le gouvernement. Oui, et puis surtout, Fabrice, comme à son habitude, fait d'abord un petit show de lui-même. Hein, c'est ça qui est important. Les comédiens. Voilà. Jusqu'au bout des ongles. Voilà, quand on dit qu'il ne comprend rien à ce qui se passe, c'est pas vrai, on comprend ce qui se passe. On comprend que les gens sont dans une espèce de tentative de mettre les mains partout, des rustines avec le clivé. Mais on voit bien que tout le monde se bat. On comprend ce qui se passe. Alors justement, comment vous vous êtes adapté ? Vous avez commencé un petit peu à nous le dire dans votre théâtre, notamment depuis le couvre-feu. Quelles sont les rustines que vous avez mises en place pour qu'il y ait toujours des gens qui viennent voir vos pièces ? Oui, et puis nous, on danse nus dans les couloirs avec nos amis, les ouvreuses et tout. On est très joyeux. Enfin non, je dis n'importe quoi, mais enfin, on ne va pas arrêter de dire il y a des sorties de secours. Oui, on fait la distanciation. Oui, on met des masques. Oui, il y a du gel partout. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a du désir. Et c'est ça qu'on essaie de garder. Et on s'aperçoit finalement que cette pluie de contraintes nécessaires et évidemment à respecter, elle doit un peu laisser la place à un discours un tout petit peu de vie et joyeux. Quand vous dites que les acteurs, c'est leur vie, mais c'est la vie de tout le monde. C'est la vie des spectateurs, c'est votre vie, cher ami. Et puis la vie aussi, vous en parliez, des ouvreuses, des ouvreurs, des costumières, des décorateurs. Il y a aussi beaucoup de métiers autour du théâtre. Mais quand je dis tout le monde, les ouvreuses sont compris dans tout le monde. Oui. Tout à fait, mais donc, je veux dire, ce sont aussi des personnes qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles, si la culture, en tout cas, tourne au ralenti. Mais vous savez, si la culture tourne au ralenti, c'est la France entière qui va se retrouver mal, parce que la culture, c'est cette espèce d'air frais qui se divulgue, je dirais, qui passe entre les gens. La culture, on dit que tout est politique, mais tout est culturel. Couper la musique, couper les théâtres, couper les cinémas, couper les chansons, couper les musées, couper même le langage. Le langage est culturel. Je suis en train de vous parler, vous me parlez, c'est parce qu'on a eu une certaine culture. Si tout ça s'en va, et puis surtout, ce qu'il faut savoir, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a plus de gens qui vont dans des théâtres que dans les stades de foot. Donc vous voyez, on est toujours... Alors justement, vous disiez, on s'est organisé. Alors comment est-ce que les théâtres font ? Est-ce que vous proposez des pièces plus tôt ? Ça fonctionne ça ? Ou davantage le week-end ? Ou on voit que dans les cinémas, il y a des ouvertures de salles beaucoup plus tôt à 8h du matin. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça au théâtre, aller au théâtre avant d'aller travailler tôt le matin ?
Oui, bien sûr. Alors nous, on avait pris un petit peu d'avance parce que depuis très longtemps, au rond-point, on fait 2 horaires, un à 18h30 et ensuite un à 20h30 à 21h. Donc on avait un public un peu entraîné à ça. Mais là, on a déplacé, on fait des spectacles de 20h30, on les a amenés à 18h30. Et vous savez, vous n'étiez pas né, mais il y avait des cafés-théâtres avant. Qui était tôt. Voilà. Non, pas tôt. Il y avait des cafés-théâtres qui étaient le soir. Mais moi, j'ai envie maintenant, puisqu'on a un restaurant, de faire un restaurant-théâtre. Ça serait une façon aussi de redonner ce fameux souffle dont vous parlez? Un peu de drôlerie, en tout cas. Les restaurants risquent de fermer en ce moment. C'est peut-être pas non plus le projet le plus Moi, je parle de simple. mon restaurant-théâtre, parce qu'il y a un restaurant-théâtre du Rond-Point. Vous n'êtes jamais allé au Rond-Point, je m'en aperçois. Ailleurs, est-ce que vous avez des retours alors de vos collègues dans les plus petits théâtres, des théâtres qui sont parfois éloignés des centres-villes, où les transports sont plus compliqués? Comment ça se passe pour eux? Vous savez, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est dans les interviews, on nous demande et on me demande comme si on savait tout. Je ne sais pas grand-chose. On essaie de se téléphoner, d'être solidaire, mais on ne sait pas grand-chose. Moi, c'est très gentil, on m'appelle en me disant « Et alors, le Covid, qu'est-ce que vous avancez, comment on peut faire ?» Je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Je sais simplement, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut rester debout. Il faut rester debout et il faut faire comme si on allait gagner. Je pense au restaurant 1 sur 3 qui menace aujourd'hui de mettre la clé sous la porte. Est-ce qu'on peut imaginer de telles situations catastrophiques pour le monde de la culture? Oui, absolument, oui. On se bat tous, on a tous comme ça le sourire, on essaye de faire les beaux. Mais ce que je vous disais, le spectacle vivant, en tout cas, risque de ne plus l'être. Il y a un moment, à force de vous taper sur la tête, on tombe. Je vous laisse retourner sur les planches très bientôt. Qu'est-ce qu'on va aller pouvoir voir chez vous, justement, au théâtre, en ce moment? 2 spectacles formidables. Vous allez avoir un artiste, un humoriste merveilleux qui s'appelle Monsieur Fraise et un auteur formidable qui s'appelle Rémi DeVos, avec un spectacle qui s'appelle Départ volontaire. Et c'est le même auteur qui a écrit cette pièce que j'ai montée, qui tourne en ce moment partout en France avec beaucoup de succès, qui s'appelle Cadoc. Qui est actuellement joué à Marseille. Oui, ce soir, la dernière soir. fois. Après, on va partout. On va partout, il y a du Covid, pour montrer qu'on peut rester vivant. Avec une jauge quand même divisée par 2, bien sûr. Non, pas divisée par 2, divisée par 1/3. Divisé par 1/3. Merci beaucoup, Jean-Michel Ribes. Je voulais quand même faire un petit coucou et embrasser, de loin bien sûr, notre Jean Pierrard national. 39 ans de carrière à France Télé, mais ça ne se voit pas, comme il aime à le préciser. Jean Pierrard qui nous quitte pour de nouveaux horizons. Alors bon vent, Jean, et profite bien de cet air frais dehors, ailleurs de France Télé. On t'embrasse, Jean. Il va pleurer s'il vous quitte. Il va pleurer, mais il reviendra nous voir dans les couloirs de France Télé, j'en suis sûre. Merci Jean-Michel Ribes d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, C'est dans l'air, une émission consacrée ce soir à l'explosion de l'épidémie en Europe, aux annonces, bien sûr, en ce moment même, du Premier ministre qui annonce que 54 départements sont dorénavant concernés par le couvre-feu, 46 millions de Français sous couvre-feu. En France, plus de 2000 personnes sont en réanimation. En Allemagne, les chiffres flambent. En Belgique, on parle déjà de tsunami. Alors, peut-on éviter un reconfinement comme en Irlande ou au Pays de Galles? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est tout de suite. Bonne émission à vous.